C'est marrant, j'écoutais ton podcast, donc le podcast des gens qui se donnent du mal pour aller bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui se donnent du mal pour aller mal? Et en fait, c'est vraiment essayer, j'aurais aimé trouver je sais pas, la faille, le déclic, comment on Comment on pardonne aussi. comment on emmène à la capitulation, quoi, Ouais. comment on guide. Parce Ouais. on peut le faire pour personne, donc ça j'ai bien compris. Comment on pardonne, oui, bien sûr, mais ça le temps, il m'a déjà pas mal aidé. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Notre invitée, c'est mon amie, mon infirmière, mon ange gardien, une petite sœur qui veille comme une mère. Elle a fui l'addiction avant même d'en connaître le vocabulaire. Elle a quitté sa campagne en courant, loin des bouteilles planquées, des humiliations, des portes qui claquent, des silences qui foudroient. Elle a fui pour survivre. Et pourtant, le destin l'a ramenée exactement là où elle ne pensait plus être. Un matin de juin 2011, le plus beau jour de ma vie, elle était là pour me guider dans mes premiers pas de mère, pour m'apaiser, dans la lumière d'un moment que je n'oublierai jamais. Une parenthèse fragile entre deux mondes, ma consommation festive d'avant et ma toxicomanie dépressive et suicidaire d'après. C'est dans cet interstice-là que Sophie est entrée dans ma vie. Des années plus tard, elle a écouté Contradiction, chaque épisode, chaque histoire, chaque fracture racontée avec sincérité, mais jamais la sienne. Elle n'a pas retrouvé son histoire dans la douceur d'Olivia Leray, qui parlait de son père avec gratitude et lumière, et qui recevait cet amour en retour. Elle n'a pas retrouvé non plus son histoire dans les récits des mères brisées, par la perte d'un enfant, ni dans celle de frères ou de conjoints endeuillés. Ces douleurs-là étaient immenses, mais elles étaient traversées d'amour. Il y avait un lien même détruit, on s'est aimé malgré tout. Parce que Sophie vient d'une histoire dont on parle peu, celle d'une enfant abîmée par un père alcoolique, violent, humiliant, un père qui n'a jamais dit pardon et qui n'a jamais dit « je t'ai vu ». Il ne s'est jamais excusé, jamais remis en question. Il est mort comme il a vécu, sans voir les dégâts qu'il a causés. Sans un, j'aurais voulu faire mieux. Sophie vient de cette zone aveugle, celle des histoires qui ne sont pas tragiques parce qu'on perd quelqu'un, mais parce qu'on n'en a jamais rien eu. Comment on se reconstruit sans pardon, sans réparation, sans vérité partagée. Comment on respire quand les récits des autres réparent quelque chose qui, chez vous, n'a jamais grandi. Aujourd'hui, Sophie vit, elle aime, elle soigne, elle sauve même. Elle m'a sauvé moi. Elle a bâti sa vie contre l'absence, une architecture de force et de doute, de courage et de manque. Et aujourd'hui, elle vient parler pour celles et ceux qui n'ont pas de récit qui finit bien, mais qui, malgré tout, écrivent la suite. Pour celles et ceux qui ne guérissent pas, mais qui font juste avec, et c'est déjà énorme. Bonjour Sophie. Waouh. Dis donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Tu t'es préparée au waouh? C'était dur pour moi de le lire. Bah, c'est quelque chose de l'entendre aussi. Voilà, donc on sait pourquoi on est là. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de t'entendre. Toi, quelque part, je sais que tu avais quand même envie de parler, puisque souvent tu m'as dit ouais, mais c'est pas moi, ouais, mais c'est pas moi, et c'est plus facile. Ça me parle pas. Ah ouais, j'ai été prise au jeu de dire c'est pas, ça me parle pas, et ben je suis là, quoi. Pour parler. Voilà. Et donc, tu sais quand même, pour avoir écouté tous les épisodes de Contradiction, que quand même, je demande un petit peu à mes invités quelle est leur définition de l'addiction. Et oui, c'est vrai ça. Alors, elle a été évolutive, je pense, au fil du temps. Là, pour moi, aujourd'hui, clairement, c'est le concept de l'addiction, c'est la prison, c'est l'enfermement, c'est la rupture, c'est rien de très positif, quoi. C'est ça. Et c'était quoi au début? Pour toi, est-ce que tu as eu conscience, en fait, qu'il y avait une histoire d'addiction dans ta famille, ou est-ce que tu avais juste l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de mauvais? Alors, ça a été long parce que je crois que je vais vraiment mis le doigt sur le sujet à l'adolescence, quand j'ai commencé un petit peu aussi à me rebeller peut-être, à pas laisser cette situation que je voyais pas du tout normale, naturelle, de voir un homme qui rentre à la maison pas titubant plus ou moins, qui tenait debout, mais l'œil alcoolisé, quoi. L'œil alcoolisé, quand on commence à en parler et à dire à un alcoolique qu'il est alcoolique, mais qui refuse d'entendre qu'il est alcoolique, c'est là où ça a commencé à vraiment créer du conflit, de la violence. Parce que tu es la seule à avoir mis le mot et à avoir pointé En du tout doigt cas, ce problème.
En tout cas, j'ai très vite compris que si on ne disait rien, si on n'en parlait pas, rien ne bougerait. Donc, puisque c'était assez tu autour de moi, je me suis dit, moi, je vais y aller. Bon, Parce on qu'il faut revient un en petit peu... arrière quand même, parce que donc tu Oui. habites, raconte un petit peu ton enfance, parce qu'avant d'arriver à cette adolescente qui décide de se rebeller, c'est quoi le cadre de vie Alors, le cadre de vie, je vis dans un petit village très reculé dans le centre, dans mon Berry natal, comme j'aime bien dire, près de Sancerre, où le vin est quand même déjà un produit quand même très défendu. Et je suis fille d'un exploitant agricole et d'une mère responsable RH, travail de bureau. Voilà. Donc voilà, on est 3 enfants. Je suis l'enfant du milieu, en l'occurrence. Une fille au milieu de 2 garçons. Et plutôt pour remettre dans le contexte aussi, on est dans une période où le travail agricole, l'exploitation agricole, c'est quand même des métiers qui sont compliqués, les revenus hyper modestes. Et c'était surtout ma mère qui faisait, comme on dit, bouillir la marmite, quoi. Mhm. Donc je pense que là, on avait aussi un conflit d'ego. Donc je lance plein d'infos un petit peu qui n'ont pas forcément de lien, mais qui peuvent mieux expliquer la suite. Et mon père qui s'est retrouvé, je pense, dans un travail qui lui permettait pas non plus de... C'était pas le mec du tout, hein. Il n'avait pas financièrement parlant, Ouais. déjà. Il n'avait pas cette place-là, il tenait pas cette place-là. Ça devait lui coûter. Est-ce que son rapport à l'alcool, là où pour moi c'est quand même assez flou, c'est quand est-ce que ça a commencé vraiment? C'est-à-dire que moi j'ai été témoin, j'ai un peu secoué l'arbre à l'adolescence, comme je disais, mais l'avant, il n'est pas simple. Alors, très bon vivant, on aime bien faire la fête, évidemment, mais d'où ça vient et à quoi ça tient, c'est pas évident. Non, mais même sans analyser, quoi. Tu Ouais. peux déjà voir un petit peu le cadre. C'est-à-dire quoi en fait, tout le monde buvait, que ça soit ton père ou ses amis ou ta famille. Enfin, il y avait. Oui, en tout cas, les fêtes, oui, bien sûr, elles étaient arrosées. Et puis c'est vrai que le produit du vin, encore actuellement, mais le produit, la bouteille, elle est toujours là. Tu reçois quelqu'un, t'ouvres une bouteille. T'es invité chez quelqu'un, t'emmènes une bouteille. Il y a toujours sur la table, ça, bon, je pense quelles que soient les régions de France, hein. Mhm. Le côté très rural devait aussi peut-être accentuer ça dans ces métiers-là. Mais quelle relation, du coup, tu avais, toi, avec ton père enfant? Enfant, j'ai très peu de souvenirs. Après, j'ai toujours été surprise et intriguée. Je comprenais jamais pourquoi il se cachait derrière toujours du travail. En fait, il était jamais dispo. C'est-à-dire que j'ai jamais vu une fête d'école, j'ai jamais vu un événement d'enfants. Alors, pas spécialement moi, hein, tous les trois. Je l'ai jamais vu être investi dans l'éducation, quoi. Il était jamais là. Il partait le matin, il rentrait le soir. Ce qui se passait entre les deux, je crois pas que... Enfin, en tout cas, je l'ai pas senti très concerné. Et c'est quoi ton premier souvenir lié à l'alcool avec lui? T'as pris conscience? Je le resitue pas exactement en termes d'âge, mais je crois que c'est vraiment en grandissant, cette période d'adolescence où je disais, mais regarde-toi, quoi. Tu lui disais ça? Eh oui, erreur. C'est-à-dire, il faisait quoi? Regarde-toi, il faisait rien. Il faisait rien. En fait, quand il rentrait à la maison, c'était vraiment cet œil vitreux, rouge, fatigué, le regard fuyant. Il titubait pas forcément, dire qu'il rentrait pas à 4 pattes, hein, c'était pas ça du tout, mais c'était pas une démarche normale, c'était pas une démarche assurée, c'était pas une fin de journée classique, quoi. Ouais. Et du jour où j'ai commencé à dire, mais regarde-toi, ça va pas là, hein, ça va pas, quoi. Et alors là, ça a été le déferlement de haine, d'insultes, d'humiliation, et ça partait, il était inarrêtable, quoi. Au quotidien? Au quotidien, si je fermais ma bouche, ça allait, il se passait rien. Si je l'ouvrais, oh là 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 là. Mais bon, après, je suscitais, ou je venais toucher en tout cas un point qui voulait pas qu'on aille chatouiller, quoi, clairement. Et j'étais pas consciente, j'étais consciente de l'alcool, j'étais consciente de l'addiction, mais j'étais pas consciente ni de l'impact des mots, du comportement.
Je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas. Puis alors, surtout que je comprenais pas qu'il l'arrête pas, quoi. Ah oui, Ça, il m'a fallu quand même oui. quelques temps. Il Voilà. y a quelques épisodes de contradiction. Et est-ce que, par exemple, t'en parlais à des copines à l'école? Est-ce qu'il y avait d'autres enfants qui vivaient la même chose que toi? Est-ce que tu avais l'impression d'être seule avec ça? Alors, j'en parlais pas trop, non. Non, non, c'est pas un sujet hyper que j'ai beaucoup étalé. Non. Ou alors, j'aurais pu dire, oui, bon, il boit un peu. Hein. Ouais, ouais, il aime bien ça. Ou alors, Ouais, c'est pas le dernier. ouais. Mais Avec toujours humour et peut-être un peu. ironie. Peut-être un peu. Bon, après, c'était connu, je le disais, je le faisais comprendre. Mais bon, si on peut ne pas s'étaler sur le sujet, ça m'allait bien. Avec tes frères et ta mère, par exemple? Ma mère, c'était un petit peu insidieux parce qu'au quotidien, il y avait des trucs tout bêtes. Hein, mais donc, il n'y avait pas d'alcool à la maison. Waouh! Bah, très peu. Bah, non, enfin, dire qu'il y en avait plus, dire que s'il y en avait. Il l'avait vu. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Il y allait jusqu'à déboucher les bouteilles, boire le vin, remettre de l'eau et remettre le bouchon. Et... Bon, Ah, bref. donc il se Ah oui. cachait quand même. Ah, mais bien sûr. Ah non, mais à la maison, il n'y avait rien. Ma mère déteste l'alcool, elle n'aime pas ça. Elle n'a jamais aimé ça. C'est-à-dire que sur la table à la maison, il n'y en avait pas. Et donc elle voulait pas qu'ils boivent. Bah, elle ne voulait pas qu'il boive, elle faisait en sorte qu'il n'y ait rien. Mais lui, il avait besoin de personne. Après, à la maison, il y avait quand même des stratagèmes du type une bouteille, je sais pas, j'ai une bouteille de rhum pour mettre dans la pâte à crêpes. Fallait la cacher dans le panier à linge. Enfin, c'était des stratagèmes, quoi. En fait, il C'était. buvait au boulot, il buvait la journée, Il pas buvait là. au boulot. En fait, on s'est rendu compte, rétrospectivement, qu'il travaillait pas beaucoup, en fait. Et qu'il buvait des cubis de vin, des cubis en plastique. Donc, c'était même pas. Il buvait pour boire, vraiment, pour avoir les effets de l'alcool et pas pour apprécier un moment ou quoi que ce soit. Hein. Parce que pour boire le vin en cubi, faut y aller. Et donc, oui, à la maison, il y avait des stratagèmes, mais il n'y avait pas de bouteille sur la table, quoi. Enfin, moi, au Ah ouais. quotidien, je ne le voyais pas. Et c'est quoi, du coup, ta vie de 13 ans jusqu'à... Parce que toi, tu as décidé de partir assez tôt de chez toi. Bah, Et... disons il m'a montré la porte, il m'a remercié, comme on dit. Il m'a dit, t'as ton permis, t'as ton bac, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon, je veux... Ouais, Mais je avant veux de plus boire. partir, Avant de partir, je pense qu'il y a eu un moment qui a été très, très dur. Moi, toute la période du collège, c'était très compliqué. C'était terrible parce que c'était quotidien. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup, 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 parce que je voulais rien lâcher, lui non plus forcément. Et je pense que ce qui a été salvateur, ce qui m'a sauvé la vie l'été de mes 15 ans, c'était dans ces milieux très ruraux. Le premier lycée de secteur, il est à 60 km, donc t'es interne. Tes années lycée, elles se passent en internat. Donc pour moi, c'était à 50-60 km, c'était à Bourges. Et je pense que cette séparation géographique m'a sauvée un peu, beaucoup. Je sais pas. Je sais pas ce qui aurait pu se passer, mais les conflits devenaient terribles, quoi. Puis il y avait même un truc menaçant, donc qui m'insultait. Ils disaient, t'es moche, machin, t'es bête, t'es moche, tu feras rien de ta vie. Donc ça, c'était continu. T'auras jamais d'amis, t'auras jamais personne, t'auras jamais de mari, tu trouveras jamais personne, tu seras toujours toute seule. Regarde-toi, t'es moche. Et encore, j'emploie des mots très polis parce que je pense que je pourrais même pas répéter ce qu'il a pu me dire. Personne pour te protéger de ça? Personne pour me protéger. Je crois même que ma mère me disait plutôt arrête. Et mon grand frère, à l'époque, il me disait mais laisse. Enfin, lui, je pense qu'il était beaucoup plus. Il lâchait plus l'affaire. Mais il disait beaucoup plus. Genre, il n'y a rien à faire, en fait, clairement. Ouais, il disait beaucoup plus laisse courir, quoi. L'ambivalence de ces moments-là, c'est qu'à l'époque, mon frère, il a une vingtaine d'années, on lui diagnostique une tumeur au cerveau, qui par la suite deviendra cancéreuse. Donc j'avais à la maison et ce frère qui aurait fait n'importe quoi pour s'en sortir. Et à côté, j'avais ce père qui faisait n'importe quoi pour aller plus mal. Donc c'est un truc... On n'a jamais parlé de ça, d'ailleurs, de ton père. Est-ce que tu crois que cette nouvelle-là de tumeur a influé? Celle de mon frère ? Ouais. Est-ce que tu penses pas que quelque part, il était dans cette fuite-là aussi? Est-ce que ça n'a pas Alors, contribué? Peut-être. Comment il a vécu ça, lui? Il était comment avec C'est une très bonne David? question, on n'en parle pas. C'est ça, faut pas en parler. Le premier épisode, David, qui a été quand même marquant, c'est que notre tumeur, au bout de quelques années, elle bouge, elle évolue, elle grossit un peu, donc il faut opérer. Donc là, c'est
C'est l'intervention, c'est Grey's Anatomy, quoi. On endort sous hypnose, ça fonctionne pas. Il est réveillé, l'intervention dure des heures et des heures et des heures. Là, moi, je commence mon école d'infirmière, donc je suis pas du tout diplômée, je commence, mais personne n'accompagne mon frère à l'hôpital. Parce que, on a du travail. On a du travail, faut pas, je sais pas, on ira après, on verra. Il y a du travail, quoi. Ça, c'est un truc, j'ai toujours trouvé ça dingue. Donc moi, je suis allée à Tours, j'ai dormi dans un truc à l'hôpital où on hébergeait les familles des malades. Je me suis retrouvée avec les parents, les familles, bon, bref. Et je me suis retrouvée toute seule avec lui à faire les 100 pas pendant 2 jours à attendre qu'il sorte du bloc opératoire. Parce que, alors ma mère, elle aime pas les hôpitaux, donc elle allait quand même pas venir. Mon père, tu comprends, attends, moi j'ai du travail, je sais pas que ça va faire. Voilà. Donc ça, c'est un peu la dynamique familiale de l'époque, ce qui m'a rendue dingue. Voilà. Mais moi je viendrai si tout va bien. Voilà, c'est ça. Ouais, ça. c'est ça. Donc, On n'est pas. Surtout, demande-moi si t'as besoin de rien. ouais, c'est ça. Donc mon père s'est jamais déplacé, ma mère est venue après. Et donc voilà, il y a aussi eu ce parcours-là où j'ai suivi pas mal mon frère dans l'évolution de la maladie, jusqu'à la dernière seconde. Donc, mais la chose étant que quand je t'ai rencontré, moi, une année après, je crois, tu enterrais ton père, en fait. Donc lui, carrément, il a eu une cirrhose. Enfin, c'était oui, quoi spoiler alerte, ça s'est mal passé pour tous les deux, hein, de toute façon, le cancer. Non, mon père, c'était le cancer. Alors ça aussi, c'est un truc que j'ai un peu élucidé post-mortem, parce que j'ai eu accès à son dossier médical bien après. Mais lui, il savait qu'il était condamné sur les derniers mois. Alors, bon, déjà, pour revenir un petit peu en arrière, 18 ans, je m'en vais. Il m'indique la porte de sortie. Je trouve une école à Paris. Je commence à faire une école à Paris après mon bac. Et ma mère part plus tard avec mon petit frère. Elle part un peu plus tard. Donc, l'addict qui n'a même plus l'obligation familiale de présence et de tenir, je pense, un peu dignement dans la maison, il se laisse encore plus aller quand il est tout seul, quoi. Donc il s'est laissé, je pense qu'il s'est laissé complètement mourir jusqu'à être mal. Alors je ne sais pas de quoi ça part exactement, parce on a été en rupture complète depuis mes 18 ans. Ah, tu lui as plus adressé la parole? Jamais. Non. Et on a été en rupture. Et pour dire même, c'est que dans ces petits villages dans lesquels je suis retournée quand même régulièrement, parce que j'avais une autre partie de ma famille, on s'est même déjà croisés dans le village, commerce, boulangerie du coin. Il a changé de trottoir. Donc, même et ça, c'était quoi, je sais pas, 2-3 ans après, je sais plus. Mais non, il n'y a jamais eu contact ou communication ou rien. Il m'a dit de partir, je suis partie. Donc, pour reprendre un peu le contexte, donc ma mère, elle part après, je sais plus, est-ce que c'est quelques mois, 1 an, 2 ans, c'est un peu flou en termes de délai. Et donc lui, il se laisse complètement aller. Et je sais que mon frère avait quand même des contacts, alors pas hyper fréquents, mais il passait le voir. Et il m'appelle un jour, il me dit je crois que c'est la fin. Je dis quoi, la fin de quoi? Il me dit si tu veux, je crois que c'est maintenant. Alors moi, j'étais en train de bosser. Je travaillais, moi, j'étais sur Paris déjà. Je travaillais et je j'ai pas compris. Il m'a dit ouais, il va pas bien, il est hospitalisé. Et je commence à quoi? Et bon, et finalement, je suis descendue le week-end suivant et il est parti. Il est mort. L'hôpital nous appelait. Je crois que j'étais dans le train, je sais plus. Mais t'es descendue quand même. Tu Je suis voulais y descendue. aller? Non, j'ai traîné. Non, oui, non, mais je voulais. Je crois que j'y serais pas allée. Tu serais pas allée? Non. Puis il a rien dit, il a rien demandé, il a rien voulu savoir. Même avant de mourir, il n'y a pas eu un moment. Rien du tout. Et c'est après son décès que j'ai eu accès au dossier et on savait que c'est là où on a vu les images, les examens avec des tumeurs partout, un cancer qui s'est métastasé hyper rapidement en moins de 6 mois. Je crois que c'est parti de l'ORL. Enfin, c'est parti de la gorge. Je crois qu'il avait du mal à manger, il n'arrivait plus à se nourrir. Il fumait aussi. Ah ouais. Il fumait au classique. Il fumait pas mal. Donc, et puis il n'a jamais arrêté, surtout. Quand il est parti, est-ce que toi, tu as eu conscience que tu n'aurais jamais d'explication, de pardon,
Ou est-ce que, en fait, tu as vécu sa mort, en fait, vu que tu l'avais déjà rayé de ta vie quelques années avant, on pourrait penser que, genre, ça te fait rien, mais est-ce que c'est à ce moment-là que d'un coup tout peut Mmh. revenir? Alors sur le moment, c'est particulier à dire, mais j'ai eu l'impression d'être libérée. C'est une épée de Damoclès. Ça y est, je me dis, il y en a. Waouh, waouh, c'est pas particulier, hein, mais si, j'ai ressenti presque une libération. Je me suis dit, ça y est, il fera plus de mal à personne parce que c'était quand même la source de conflits intrafamiliaux sans pareil, sans nom, en permanence, quoi. Quand tu dis violence, il y a pas eu de violence physique jamais? Bah, sur ta mère, sur toi, sur tes frères, c'était plutôt de la violence, verbale? Beaucoup verbal, beaucoup verbal. Violence physique, il y a eu un peu. Il me promettait, voilà, c'est ça. Il y a eu des promesses, beaucoup de promesses de violence physique. Puis alors, il était chasseur, hein, donc comme tous ces. Genre quoi, qui te tuerait? Et non, non. En fait, il me disait, je peux pas te tuer parce que je vais aller en prison et ça mérite pas. Mais tu mérites que ça. Donc ça, c'était pareil. Ça, je l'ai entendu, je l'ai entendu, je l'ai entendu. Et c'est pour ça que quand je parle du fameux été compliqué de mes 15 ans, je me disais, mais je crois qu'il y en a un de nous deux qui est de trop, il va falloir. Faut faire quelque chose. T'as pensé, toi, le tuer? Est-ce que tu avais des envies comme ça Ah bah de... oui, moi j'étais dans une haine. Quand il me parlait comme ça, j'étais dans une haine. Et c'est là où je disais, hein, que mon frère me disait, mais laisse, tu vois bien que tu vois bien que là, ça sert à rien, tu vois bien que laisse, il dit laisse, laisse. Mais comment tu... J'arrivais pas à laisser. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Enfin, pour te redescendre, pour aller mieux? Enfin, je veux dire, quand cette haine-là, tu en fais quoi? Oh bah rien, je sortais, j'allais, je sais pas, j'allais faire un tour dehors parce qu'on a l'avantage des grands espaces. Mais rien, rien, je peux rien en faire à part hurler sur le moment, hurler encore plus fort que lui ou. Aller boire, non, ça t'est jamais passé par la tête, du coup? Ah bah c'est une bonne question ça. Non, non, non. Parce que dans ces villages, tout le monde boit, non? Bah oui, mais enfin moi à ce moment-là, je suis ado, c'est même pas un sujet quoi. Puis surtout que j'en ai pas à la maison et puis que ce que lui il boit, c'est affreux quoi. Ça fait pas envie. Et puis bah non, non. Ouais, toi, de toute C'est façon, marrant, mais. c'est la première personne vraiment qui n'a aucune addiction que je rencontre, que j'invite. Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on a un sujet, c'est-à-dire c'est pas génétique, en tout cas Ah bah, de et ton pourtant, côté. bah, c'est pas génétique, mais quand j'ai pu avoir, alors après, je pense un peu aussi comme tout le monde, surtout plus jeune, avoir des lendemains difficiles, des maux de tête et autres migraines joyeuses ou pas. euh, Quand je sais que j'abuse, je me dis waouh, est-ce que ce verre-là, le verre de trop, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est génétique ou est-ce que je le tiens de quelqu'un? Est-ce que ça vient d'où et pourquoi et comment et est-ce qu'il faut quand même pas. Oh là, quand même, est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que si je recommence, est-ce que j'ai une Est-ce que ça prédisposition? veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai une prédisposition? Je sais pas. Bon, après, la vie, là-dessus, elle a tranché parce que de toute façon, au-delà de 3 verres, moi, je suis en soins palliatifs. Je peux plus me lever le lendemain. J'ai mal partout. Donc, physiquement, Je pense que ton corps, de toute façon, a refusé d'aller mon corps au-delà. refuse, vraiment. Mon corps refuse. Et après, ce qui est assez quand même aussi contradictoire et assez rigolo, c'est que j'ai un rapport au vin, surtout, qui est hyper gastronomique, quoi. Mm. Ouais, parce Donc, que madame a une cave. et ouais, alors ça, peut-être que ce sont mes origines sancerroises, encore un entourage bien ancré qui travaille de plus ou moins près dans le milieu du vin, Mm. mais j'ai appris aussi le côté hyper gastronomique, c'est-à-dire je peux pas boire pour boire. Si c'est pas bon, je peux pas boire. Si c'est pas, voilà. Donc, je sais pas ce que je retire de ce père-là, mais beaucoup de questions et très peu de réponses. Ouais, c'est ça le truc. Et puis après, on se rencontre, toi et Ah ouais. moi, et donc évidemment, je raconte dans l'introduction que tu as été infirmière là où j'ai mis au monde mon fils Solal, et donc on est devenus amis petit à petit par la force la force de la vie, tout simplement, pas la force des choses, mais et en fait, tu commences à comprendre quand même que qu'on a un petit souci de ce côté-là. Et en Ah, plus, là c'est aussi, vrai il m'a que fallu du moi temps, hein. aussi, c'est vrai que je comprends, entre guillemets, ton père, dans le sens où il y a eu des moments où tu, tu viens vraiment dire les choses. Tu empêches, genre je me rappelle de fois où j'avais décidé que j'allais aller acheter de la drogue et que on s'affrontait limite physiquement, quoi. Enfin, il y a eu des moments de violence où vraiment
tu supportais pas ça. Mm. C'est vrai, hein? Ben non, enfin, on va dire, on n'a quand même pas fait tout ça pour ça. On n'a pas fait tout ça pour ça. Est-ce que ça a réveillé quelque chose vraiment? Ou est-ce que quelque part tu t'es dit, elle, je vais la sauver? Alors, réveiller, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'en plus, je me demande si c'est pas un petit peu concomitant, ces moments-là. Parce que mon père est mort en 2012. Mm. On s'est Un an après. rencontrés, ouais. Donc, le temps que ça chemine un petit peu, parce que moi, bon, ça, il faut du temps aussi, mais il m'a fallu pas mal de temps. Mais je chemine sur le fait qu'il était malade, qu'il y a un environnement aussi qui était quand même pas simple et peut-être plus propice, même si en soi, tout peut l'être, je sais pas. Est-ce que tu commences à voir qu'en fait, Alors, je commence à voir qu'on a en un me rencontrant, en écoutant même Et les il m'a fallu podcasts du après, temps, il m'a fallu du temps quand même. Parce que nous aussi, on avait cet aspect-là où on se voyait, on buvait quelques verres, c'était hyper sympa. J'ai pas compris tout de suite que la nuit continuait pour toi. Parce que moi, elle s'arrêtait quand même parce que je suis déjà infirmière, parce que je me lèverais tôt le matin et qu'il y a des obligations. Mais toi, oui, ça a été un petit peu plus long, ça a réveillé, c'est sûr, parce que c'est à ce moment-là aussi où je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai consulté. Ce qui a été quand même sous mes conseils. sous tes excellents conseils. Ah oui, 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 j'ai eu un coup. Ouais, ça a été pour revenir à qu'est-ce que ça m'a fait qu'est-ce que ça m'a fait de voir mourir mon père. Sur le moment, je me suis dit, ok, il y a un pour un en moins. Mais en fait, quelques temps après, je me suis dit, waouh, c'était quoi ça? C'était quoi un peu cette tornade là Aujourd'hui, c'était quand même quasiment la moitié de ma vie encore, presque. Et donc ça a été long, ouais, ça a bien mis 2-3 ans moi pour que ça me bouscule un peu. Quand tu consultes, en fait, tu vas parler de ton père très vite ou pas du tout? Ah bah je ne parle que de lui. Ah Puis en ouais. plus, c'est ce qui est génial, c'est qu'il est mort, donc les absents ont toujours tort, donc Tu peux te lâcher. je peux me lâcher. Puis alors, il n'y a pas meilleur coupable. En fait, là, tu te rends compte de la tornade, comme tu dis. Est-ce que tu penses que Ouais, tout ce temps-là, il y a quand même ouais. une vraie dissociation? Parce que même moi, quand je te rencontre, la façon dont tu racontes toujours les choses avec humour, même là, on l'entend bien, tu fais toujours un petit jeu d'humour Mm. pour pas mettre le doigt sur l'horreur, parce que on pense, toi, tu te rappelles de l'adolescence, mais on pense qu'avant, ça devait pas être très sympathique non plus. Déjà, juste de pas avoir quelqu'un qui te donne Ah, son amour et qui le trait d'humour, c'est aussi pour dissocier, ouais. dissocier. Puis je le dis souvent, mais alors, il y a tellement plus grave, pire. Enfin, ça, c'est mon métier qui le veut aussi, je pense, mais je vois tellement d'histoires de vie tellement plus dramatiques, Non, mais tellement donc plus c'est bien compliquées. pour minimiser Voilà, ce que tu tout as à fait. enduré. Et je peux te dire que moi, pour moins que ça, j'ai fini en HP, tu vois. Donc, Où je je pense suis que allée tout le aussi travail, quand j'y pense maintenant, quand je t'écoute, t'accompagner. j'ai l'impression que tout le travail qui te reste à faire, pour moi, c'est celui d'accepter que que c'est très grave, ce que tu as vécu. Parce que tu vois, même quand tu le racontes là, les gens attendent des choses spectaculaires et toi aussi, tu t'aimerais, enfin, t'as l'impression que si t'as pas pris des coups tous les jours et si, enfin, tu vois, le fait qu'en plus tu t'en sois sorti si dignement, tu minimises vraiment le truc, quoi. Je veux dire, c'est par la force de ta volonté et de ton courage que tu t'en es sorti. Mais je minimise aussi parce que l'environnement fait que. L'environnement fait que, je trouve, hein, moi, dans la famille, c'était quand même quelque chose, on en discutait, mais beaucoup plus depuis qu'il est plus là. Mais autour, le, dans ces petits villages où tout le monde se connaît, c'est quelque chose dont on parle pas. Dire c'était juste un bon vivant. Il y avait Oui, du monde à d'accord. son enterrement, les gens l'aimaient? Ah mais oui, il y avait pas mal de monde, je ne saurais pas quantifier, mais oui, oui, bien sûr, il y avait pas mal de monde. Mais alors, c'est ça le plus fou, c'est que c'est un homme de très bon service, très bien vu. Euh, il a jamais eu de comportement en public, donc c'était. Alors oui, on savait qu'il aimait bien ça. Oui, oui, c'était pas le dernier. Mais tu pouvais l'appeler quand tu avais besoin, il venait. Tu pouvais. Oui, oui. Et puis c'est ça aussi le truc, c'est que ce qui était compliqué, c'est que bah si tu évoques le sujet avec les gens autour, et on te croit pas, on te dit ah t'exagères quoi. Ça c'est un truc aussi qui est un peu dur de pas être cru.
Le fameux. Ah, t'exagères. Et puis, je crois que dans nos cultures judéo-chrétiennes, la mort anoblit, comme je dis. Donc, on ne dit pas du mal des morts. Donc, on n'en parle pas. Ou pas trop. Ou alors, ça va, hein, c'est pas non plus... Il a fait comme tout le monde. C'est Donc, pas tu as si commencé grave. à en parler pour la première fois chez le psy, ou même avec moi, je me rappelle, Oui, on en moi, je parlait. l'évoquais je l'évoquais un petit peu succinctement. Voilà. Est-ce que tu réalisais que ce que tu avais subi n'était pas normal, que Bah, cette humiliation continue le, jour pro- après jour? le problème de cette psychothérapie, c'est que, ça va faire plaisir à ma mère, c'est que tout ce que je disais sur mon père, donc elle me faisait redire, revivre, et elle me disait « Et votre mère ? Et votre mère ? Et votre mère ?» Je dis oh, donc en fait, je suis là pour diaboliser. Qui a Et laissé ça... faire? Oui, peut-être. Alors peut-être que c'est un truc... c'est vrai, peut-être qu'il fallait mettre le doigt dessus, peut-être qu'il fallait aussi reprendre la place de cette femme dans cette dynamique familiale. Bon, je vais pas incriminer, hein, on n'est pas là pour ça. Mais la psy a beaucoup repris le doigt sur l'oncle couple. Et là, je me suis dit, non, mais moi, je viens diaboliser mon père, c'était facile, c'était pratique. Là, si vous en prenez à ma mère, moi, je j'ai pas l'énergie, quoi. Donc, je suis un petit peu tombée. Elle m'a gentiment, puisque ça, c'est la suite de l'histoire, elle m'a gentiment dirigée vers un psychiatre à ce moment-là. Oui, Donc, moi aussi, il fallait des je, je, médicaments. j'ai été ordonnée. Voilà. Est-ce que tu as compris des choses sur la maladie de ton père depuis? Ah, bah, ça, oui, merci à toi. Mais est-ce que C'est ça vrai, change mais la c'est vrai, donne quand même bien sûr. aussi de se dire qu'en fait c'était son problème, que c'était pas Bien toi, sûr. donc évidemment qui méritait toutes ces insultes et humiliations. Et est-ce que tu t'es demandé aussi ce qu'il avait vécu lui? Est-ce que ça t'a intéressé? Alors, ça m'a intéressée. Je reviens sur cet environnement où il travaillait seul. Alors, peut-être qu'il n'était pas fait pour. Il a perdu son père juste après sa retraite. Il devait reprendre l'exploitation familiale. Il s'est donc, là, à ce moment-là, retrouvé seul. Il n'a pas su, rebondir. Moi, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quand même un terrain fragile aussi. Enfin, je pense, c'est sûr. Terrain fragile, contexte peut-être dépressif. Peut-être que j'ai hérité de quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que cette fragilité aussi, elle n'est pas que liée à l'alcool, mais c'est peut-être plus mon héritage que l'alcool. Et du coup, tu pourrais quelque part pardonner. J'ai avancé, oui. Ouais. Enfin, pardonner, bien sûr. Moi, je pense qu'il était malheureux et qu'il a sombré dans un truc. Oui, c'est évident. Après, oui, j'ai toujours un peu ce truc de me dire aujourd'hui, il n'a pas bougé, il n'a rien fait, il n'a pas voulu, il n'a pas... cette maladie de l'ego, il a quand même vachement Ah, c'est joli, ça. Tu dépassé, vois, c'est une quoi. belle définition, la maladie de l'ego. Ben, Mais ce qui est oui, je fou, crois c'est qu'il y a de ça. que tu as été écouter tous les épisodes. Je crois que tu es la seule de mes amies qui Oh, écoute tous les épisodes. Ah bah si. tous. Bah oui, bah il y en a tellement. Et puis, c'est pas un sujet quand t'es pas concerné, tu vois. Donc toi, tu les Moi, je écoutes. fais beaucoup de transport aussi, ça aide. Oui, mais bon, je veux dire, c'est un sujet, tu pourrais l'avoir mis de côté complètement. Ça te concerne pas toi parce que tu n'es pas addict. En fait, tu allais chercher. Est-ce que quelque part, tu allais à la quête, à la pêche de choses qui auraient pu expliquer quelque chose et en fait, tu l'as pas trouvé. Donc, je me sens coupable un peu. Bah, j'ai complètement... Ah si, j'ai énormément avancé, j'ai énormément appris. Et puis, Qu'est-ce que tu aurais aimé trouver? En fait, c'est quoi qui fait du bien dans les podcasts enfin, qui justement tu n'as pas trouvé? moi, ce que je n'ai... Ah, mais c'est pour ça, donc ça, c'était notre discussion du départ. C'était, je me retrouve pas dans les discours que j'entends chez tes invités. Et pourtant, je pense que je suis loin d'être un cas isolé. C'est-à-dire que ce côté hyper lumineux, et tant mieux, d'une des invitées que tu as eues, Olivia Leray, de l'eau dans ton vin, qui est un super témoignage, qui est magnifique. Mais qu'est-ce qu'on fait c'est marrant, j'écoutais ton podcast, donc le podcast des gens qui se donnent du mal pour aller bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui se donnent du mal pour aller mal? Et en fait, c'est vraiment essayer, j'aurais aimé trouver je sais pas, la faille, le déclic, comment on Comment on pardonne aussi? comment on emmène à la capitulation, quoi, Ouais. comment on guide. Parce Ouais. qu'on peut le faire pour personne, donc ça, j'ai bien compris.
Comment on pardonne? Oui, bien sûr, mais ça, le temps, il m'a déjà pas mal aidée. Ouais, je Même pense si que ça a tu été, trouveras à la limite plus de réponses dans des podcasts autour de justement Je te il m'a pas crois, mal ce aidée, genre de mais et podcast. et c'est vrai que juste entendre le ouais, c'est vrai, c'était pas cool. Il était pas cool avec toi. Déjà, je me dis waouh, Et moi, on je te le avance. dis. Alors, c'était pas cool, c'est encore un euphémisme, Sophie. C'était horrible. Et tu t'en tires à merveille. Et surtout, derrière, de devenir cette infirmière lumineuse et tellement, en fait, ton empathie, je pense qu'elle vient aussi de toute cette souffrance aussi, je ne sais pas. Ouais, Mais en tout peut-être. cas, je peux te dire que les gens qui ont affaire à toi comme moi, j'ai pu, ont énormément, énormément de chance. Qu'est-ce que justement tu aimerais dire à des gens qui écoutent ce podcast et qui ont vécu aussi cet enfer sans avoir eu du tout de demande de pardon, d'excuses, de reconnaissance de la souffrance, de croyance de la souffrance? Je sais pas, si quelqu'un écoute un peu comme toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors ça, c'est une très bonne question. Soyez fort, courage. Consultez, peut-être. Déjà, faites-vous aider, en fait. Faites-vous aider. Parce que ça aussi, hein, on parle de la santé mentale de l'addiction, mais la santé mentale pour aller mieux, pour s'en sortir un peu, c'est pareil, c'est des sujets qui sont pas évidents, je trouve, dans nos milieux ruraux, encore une fois. Mmh. Je Peut-être crois que que la clé, elle est dans le pardon. la clé, elle est dans le pardon, la clé, elle est dans l'éducation, la communication et de pas être seule. Moi, je me suis sauvée, enfin, je pense que je me suis sauvée la vie en partant, ça c'est sûr. Ironie du sort ou je ne sais quoi, je suis infirmière et en plus, aujourd'hui, je travaille dans la parentalité, dans la maternité, donc dans les parents qui accueillent les enfants et plutôt dans les jolis moments. Tu as choisi la vie. J'ai choisi la Comme vie. dirait Christiane Singer, choisis la vie et tu vivras. Voilà. Après, je sais pas à quoi ça tient. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de pleurs. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait fonctionner mes glandes lacrymales. Et tu continues. Et je continue, voilà, énormément. Et pas mal de boulot, ouais, parce que c'est pas facile de se regarder dans le miroir quand on reçoit toute son enfance, euh, un miroir, comment dire, un retour aussi négatif. C'est pas D'apprendre à facile. s'aimer, ouais. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même toujours une petite voix, quoi. Quand tu grandis avec ça, tu l'as quand même toujours un peu. C'est là, quoi. Alors, tu te bats un peu avec en disant, ouais, c'est bon, c'est passé. Mais c'est quand même un petit peu là. Tu l'entends. Mais c'est bien d'en parler, moi, je crois. Je suis sûre que ça va peut-être faire son chemin et que tu recevras des témoignages d'amour et peut-être des gens qui vont dire moi aussi. Et ça fait du bien quand quelqu'un te dit moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, je te C'est pour crois. ça qu'il y a des groupes d'enfants. Il y a énormément de groupes autour Ouais, de ouais. ça. Il y a des À programmes Janon. qui viennent du Canada, des nouveaux programmes hallucinants sur cette thérapie familiale. Essayer de sortir de l'image qu'on t'a renvoyée toute ta vie, quoi. Voilà, mais en tout cas, moi, il y a moins de colère. Il y a beaucoup moins de colère. Il n'y a plus de colère. Après, le pardon, c'est peut-être encore un petit chemin encore à parcourir. Mais le pardon, Mais faut savoir que c'est quelque chose qu'on s'accorde à soi. Donc voilà, tu verras bien que ça te fera plus de bien à toi. C'est pas pour lui, en fait. Lui, il est et plus là. puis exactement. Et puis, je suis la première aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un euh, qui a capitulé, comme on dit, je suis la première à féliciter, à encourager, à trouver ça incroyable et à mesurer. Voilà, je mesure le courage de ceux qui travaillent et qui vont mieux, Et moi, et qui je mesure avancent. ton courage d'être venue nous voir pour parler de cette histoire, ma chère amie Sophie. Et sache que il n'y a pas un traître mot de ce qu'il a pu te dire qui est vrai. C'est un bonbon. Donc voilà, je pense que c'était de la haine contre cette félicité. Qui sait, peut-être. Merci Sophie. Merci à toi. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre,
un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.